sur Radio Sud-Est. Voilà, vous êtes sur Radio Sud-Est, notre invité de la matinée, le dernier de la matinée, c'est monsieur Marcelin Nadeau, il est dans nos studios. C'est vrai qu'on vous a annoncé bien sûr sa venue depuis quelques jours. Il est enfin là et nous sommes très heureux de l'accueillir dans nos studios. Monsieur Nadeau, bonjour. Bonjour aux auditrices, aux auditeurs de Radio Sud-Est. Alors vous êtes le maire en rappel de la commune du Prêcheur, oui, belle commune du Nord Caraïbe. De l'extrême Nord Caraïbe qui... a entre, on va dire, 1400-1600 habitants. Bon, on a un petit peu en baisse démographique, ouais. Mais nous faisons tout pour reprendre la trajectoire vers le haut. Mais c'est vrai que dans le passé, nous avons été jusqu'à 4000 habitants. Mais bon, c'est comme beaucoup de communes rurales de la Martinique, ouais. Visiblement. Il y a un gros problème démographique qui impacte l'ensemble du pays, mais qui touche plus particulièrement certaines zones et certaines communes. Nous luttons contre pour redonner à notre commune une attractivité, un dynamisme, de manière à fixer déjà les populations jeunes et pourquoi pas attirer d'autres personnes, puisqu'il fait bon vivre au Prêcheur, c'est vrai. Bon, qui dit petite population, entre guillemets, hein, pas oui. On va dire, c'est une forme de proximité quand même. C'est-à-dire que avec... je compare, je vois le drapeau d'Haïti, parce qu'on a un projet de coopération, on en parlera très probablement avec Haïti. Quand on prend par exemple la ville de Carrefour en Haïti, c'est 400 000 habitants. Ah oui, c'est pas pareil. Déjà la Martinique, une ville à elle-même. Donc à l'échelle de la Martinique, on dit petit, mais petit de quoi? Si on compare, par exemple, si je fais une comparaison avec la France, entre Lyon, Paris et Grenoble, autant dire pas que c'est une petite ville. Enfin, je pense que il faut relativiser les choses. En tout cas, c'est une ville, c'est une communauté humaine et bien martiniquaise et qui apporte beaucoup, parce que le Prêcheur, je disais, à peu près entre 1400 et 1600 habitants, mais pour 2992 hectares quand même. Hein. Ouais, quand même. Donc c'est quand même immense et c'est vrai que sur l'été à Préchoté, nous avons, elle regorge avec Grand-Rivière d'ailleurs, d'une forêt qui est très importante pour l'équilibre des écosystèmes en Martinique et notamment notre santé à nous, puisque ça nous permet de respirer de l'air un peu moins pollué que celle que nous avons pendant une brume de sable. Effectivement. Alors, on va parler un petit peu de vous. C'est vrai que c'est un exercice qui est assez particulier, mais bon, on le fait librement autour d'une causerie où les auditeurs sont en train, bien sûr, de nous écouter. Donc, vous êtes né à Saint-Pierre, monsieur Nadeau. Oui, tout à fait, comme beaucoup de préchotés de ma génération, puisque la maternité était à Saint-Pierre. Alors, il y a des préchotins plus anciens, plus vieux, plus âgés qui sont nés au Prêcheur. Ils ont eu ce privilège. Non, nous, on est nés à Saint-Pierre parce que c'est là qu'il y avait la maternité. Et maintenant, vous savez bien que la plupart des Martiniquaises et des Martiniquais naissent à Fort-de-France, puisque on n'a plus tellement de maternité. C'est ça, tout fermé. On risque de mettre tous à Fort-de-France. Donc, c'est aussi une tranche de vie du pays, qui voit effectivement les établissements hospitaliers. On en parle, puisqu'on est en pleine actualité, en fait, de cette problématique de l'accès aux soins, de l'offre de soins, de la répartition des équipements médico-sociaux sur l'ensemble du territoire. C'est vrai qu'à l'époque, nous avions une maternité qui s'est transformée en petit hôpital de soins de suite, en fait. Il s'appelle l'hôpital Noël, du nom de médecin qui avait été très connu à l'époque à Saint-Pierre, et qui est là encore, mais qui n'a plus de maternité. Voilà. Quel genre d'enfance vous avez eu, monsieur Nadeau? Alors moi j'ai eu une enfance pour me consacrer, oser une formule consacrée, une enfance heureuse, comme tout le monde. Vous avez de bons souvenirs. Alors j'ai vrai que j'ai un système familial assez compliqué, puisque j'ai été élevé en plus de ma mère avec ma marraine, son mari, mon parrain, des oncles, des tantes. C'est très bien ça. Une famille traditionnelle martiniquaise, avec le respect dû à chacune des grandes tantes, des grands oncles. Non, j'avais une grande famille. C'est vrai que je suis grande famille, pas au sens de la richesse, la richesse humaine peut-être, mais de la grandeur et de l'importance. C'est vrai que c'est une des familles du Prêcheur, en fait, bien originaire du Prêcheur. Et donc, une enfance normale. Donc, j'ai été à l'école maternelle au Prêcheur, j'étais à l'école primaire au Prêcheur, j'étais, comme tous les Préchotins d'ailleurs, au collège Louis Delgrès de Saint-Pierre. Après, je suis allé au lycée, c'est l'actuel lycée Joseph Gaillard, mais qui était à l'époque le lycée technique de Fort-de-France, où j'ai pu préparer un bac économique et social. À l'époque, on disait le bac B. Après, donc, ce bac B, j'ai fait une année quand même en économie sur le campus de Schellcher, mais voulant plutôt m'orienter vers la science politique. J'ai décidé de partir et j'ai pu, après donc, un concours, intégrer l'Institut d'études politiques de Grenoble.
Après l'Institut d'études politiques de Grenoble, donc j'ai continué, j'ai encore fait des études de droit jusqu'à un diplôme d'études approfondies en droit public, option sciences administratives. Et puis bon, après ça, j'ai passé un concours de l'administration, j'ai été attaché d'administration. Enfin non, d'abord les IRA, c'est un concours d'accès aux instituts régionaux d'administration. Donc j'ai été à ce moment-là élève à l'Institut régional d'administration de Lyon, à Villeurbanne, enfin, en France. Mm-hmm. Après ça, donc, j'ai embrassé la carrière d'attaché d'administration scolaire universitaire. J'ai été d'abord affecté de l'Académie de Créteil. Et j'ai connu un moment difficile où ma famille avait vu sa mutation, donc j'ai dû rester en France. Après, donc, j'ai pu partir à Poitiers pour étant admis, après un concours qui est un concours de conseiller d'administration scolaire universitaire, donc dans une école de l'éducation nationale qui s'appelle l'école supérieure de l'éducation nationale, où on forme à la fois les cadres administratifs, les inspecteurs, les chefs d'établissement, etc. de l'éducation nationale. Et puis j'ai pu rentrer dans mon pays. Pour un parcours atypique. Est-ce que dans le jeune âge, vous aviez déjà une vision de ce parcours qui est le vôtre? Alors, si c'est à refaire, moi, je voulais vraiment faire une carrière universitaire, j'avoue. Ouais. Et bon, après, il faut savoir s'adapter très vite pour ne pas tout rater. Enfin, je veux dire que j'avais commencé d'ailleurs une thèse en droit public. Sur un courant du droit qui existait dans les années 70 qui s'appelait le courant critique du droit, qui était un courant un petit peu marxisant de déconstruction du droit tel qu'il est, etc. Moi, j'avais des professeurs très très intéressants. Ouais. Donc j'ai commencé cette thèse, mais finalement j'ai raté, bien qu'ayant été très très bien classé à la sortie de mon DEA, mais bon, pour des raisons j'ai fait peut-être pas les bons choix, enfin, il y avait des trucs qu'il fallait se placer, enfin, c'est très compliqué, je ne vais pas m'attarder dessus. Donc j'ai dû, effectivement, je n'ai pas eu l'allocation qu'il fallait, et donc j'ai dû aller travailler. Donc j'ai travaillé, en travaillant, j'ai dû passer les concours, donc j'ai laissé tomber la thèse, et voilà, et j'ai fait donc une carrière administrative. Et tout ça pour un retour en Martinique, après, par la suite? Oui, ça a toujours été mon objectif, revenir au pays, à essayer d'apporter autant que possible ce qu'on peut lui apporter, parce qu'on doit beaucoup, je dois beaucoup à mon pays, je dois beaucoup à ma commune également, je dois beaucoup à la région de la Martinique. C'est l'idée d'avoir reçu beaucoup de choses et se dire, tiens, il faut que je partage, il faut que je serve mon pays, c'est un petit peu ça l'idée? Non, moi je pense qu'un homme, quel qu'il soit, même s'il il embrasse le vaste monde, il a toujours besoin d'un port d'attache, une terre où on est ancré, attaché, même si on va très loin, parce qu'on aura toujours besoin à un moment ou un autre de revenir, de revenir aux sources, d'être, et même si on vit à l'extérieur toute sa vie d'ailleurs, mais on sait qu'on a un repère, une référence, et ça il faut qu'en tant que Martiniquais on prenne cette habitude, parce que nous avons beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui vivent partout dans le monde, les Martiniquais sont partout, mais il est important que nous ayons cette matrice commune, cette terre-mère qui est notre point d'ancrage, notre référence, et faire peuple, mais faire aussi diaspora, c'est-à-dire que nous devons être un peuple qui dépasse les limites géographiques de notre pays, la Martinique, pour être un véritable peuple à dimension, je veux dire, pour employer un peu pompeux, diasporique. Voilà. Alors, quand vous regardez comme ça un petit peu en arrière, toute cette partie de votre vie, votre enfance, le début associatif, ça vous inspire quoi maintenant? C'est vrai que étant jeune, il y a quelque chose auquel j'étais attaché. Bon, je suis né dans une famille où il y a toujours eu des militants. J'ai un oncle qui était un militant en tant qu'instituteur. J'ai un beau-frère qui était militant déjà politique. Enfin, ma famille, donc, on a beaucoup milité, mais pas seulement politiquement, mais dans différents domaines, associatifs notamment, et j'ai eu ce goût de la chose publique, ce goût de la chose associative, et très tôt d'ailleurs, je me suis engagé dans des associations. J'étais président de l'association culturelle des jeunes du Prêcheur. On avait créé avec des amis un groupe qui voulait faire de la conscientisation culturelle. On était très prétentieux, mais quand on est jeune, on a droit à cette prétention. Mais pourquoi pas, ça aurait servi. On appelait Jeunesse Levée, et on faisait du théâtre, et on avait repris un petit peu l'historique de la fusillade du Prêcheur qui mena donc aux événements de Saint-Pierre et à l'abolition effective de l'esclavage après la signature du décret par le gouverneur Rousseau. En vrai, on avait fait un travail de conscientisation, ce qui fait que beaucoup de prêchotines, de prêchotés m'ont toujours connu sur cet angle un petit peu militant. En fait, voilà.
Et effectivement, bon, le domaine associatif, c'est vrai, ce n'est pas toujours, l'issue n'est pas toujours forcément d'être un élu ou forcément de faire de la politique. Non, c'était pas pour ça. Oui, c'était pas pour ça, d'accord, c'est la question que je vais vous poser. Non, c'est-à-dire que j'étais militant, j'ai eu le goût de la chose publique, j'ai commencé avec l'engagement associatif aux prêcheurs, et puis quand je suis allé au lycée, donc tout de suite, j'avais un certain sens quand même de la justice, de cette quête, de cette peu révolutionnaire de justice, aussi. Ouais, déjà, une certaine conscience politique. J'étais toujours entre ces idées un petit peu libertaires, anarchistes, un petit peu de responsabilité, d'autogestion, de communauté, toujours attaché à la communauté, au collectif. Et c'est ce qui fait que quand j'étais par exemple au lycée technique, j'étais toujours en tête avec d'autres amis de grève de lycéens, et c'est là que j'ai adhéré à Jeunesse d'Avant-Garde, qui est un mouvement politique de jeunes mais solidaire du groupe Révolution Socialiste, que j'ai été au groupe Révolution Socialiste en étant en Martinique. J'ai été, quand je suis parti en France pour mes études, j'étais encore au groupe Révolution Socialiste en France, et à Grenoble où j'étais, j'ai d'abord beaucoup milité au niveau étudiant, parce que nous avions une association qui s'appelait l'Union Générale des étudiants antillais-guyanais, dont j'ai été le président, et nous avions même au sein de ce qu'on appelait l'UGAG, puisque bon, il y avait des débats politiques là déjà. Alors, il y avait des gens qui étaient, nous on était clairement anticolonialistes, il y avait d'autres gens qui étaient pour, bon, disaient qu'on fait des études, on n'a pas à s'intéresser à la politique, on les appelait les apolitiques. Et finalement nous avions créé au sein de l'UGAG une tendance qu'on appelait la tendance lutte anticolonialiste, la TLAC, tout ça. Bon, c'était intéressant, on s'amusait, on discutait, on débattait, mais on se respectait, et quelles que soient les différences et les divergences que nous avions, encore aujourd'hui je rencontre des amis avec qui on a été étudiant à Grenoble, et on a toujours plaisir à se rencontrer, quoi. Ça rappelle de très bons souvenirs. Je suppose, et donc il y en a que vous rencontrez toujours, que vous croisez, qui faisaient partie de... Mais il y en a qui continuent à militer avec moi. Je pense notamment, je lui fais un salut, Gérard Talmancy, qui n'habite pas très loin d'ici, au Mont Pitot, plutôt sur le territoire du Lamentin, et qui est un ami qui milite encore aujourd'hui avec moi à nos peuples-là, et on était déjà camarades militants à Grenoble. D'accord. Donc il y a des continuités comme ça dans la vie. Alors, vous intégrez le Modémas à un moment. Ça s'est passé comment? Pourquoi le Modémas? Alors, c'est-à-dire que nous étions déjà, quand nous étions en France, nous étions au groupe Révolution Socialiste. Et en fait, c'est posé à un moment la question, parce que, ça c'est très politique. C'est-à-dire que le groupe Révolution Socialiste, normalement, il appartenait à une internationale qui s'appelait la 4e Internationale. Et cette 4e Internationale a une section française, qui était à l'époque la Ligue communiste révolutionnaire. Et le débat que nous avions, nous voulions rester, même si on avait de très bonnes relations avec les camarades français, comme on disait, mais on voulait quand même rester, travailler dans notre communauté martiniquaise, communauté caribéenne, parce qu'il y avait aussi beaucoup de Guadeloupéens avec nous. Et sur et la direction du GRS voulait absolument qu'on intègre la Ligue communiste. Et c'est là qu'on a une divergence. Donc du coup, j'ai pris un petit peu mes distances, et j'ai rencontré d'autres amis qui m'ont sensibilisé un petit peu au discours écologique. Et c'était à l'époque où le Modémas n'était pas créé. D'ailleurs, il y avait le Parti des non-alignés. Et finalement, le Modémas a été créé, donc j'ai décidé d'adhérer au Modémas. Et quand j'ai rencontré, ce qui m'a plu aussi dans le discours notamment de Garcin Malsa, qui l'a consigné, je vais dire, dans la mutation Martinique, c'est qu'il parlait déjà de cette dimension diasporique. Il disait très bien que nous sommes une nation, mais que nous sommes, à l'instar de ce que disait un philosophe sociologue français, Edgar Morin, c'est l'ère des métanations. C'est-à-dire que c'est plus une nation enfermée sur elle-même, sur un territoire donné, c'est une vision archaïque de la nation, mais c'est une nation ouverte vers le monde, donc qui est dans des relations d'interdépendance avec d'autres nations du monde, mais qui a une partie de son peuple qui peut être implantée ailleurs. C'est ça, cette idée. Et à partir de là est venue l'idée, avec Garcin Marcel, les dirigeants du Modémas de l'époque, de créer une dynamique dans l'émigration. Et c'est là que j'ai été président, d'ailleurs, dans les années 90, d'un mouvement qui s'appelait le Mouvement pour une alternative des Caribéens dans l'immigration. Alors, c'était une organisation assez particulière, qui regroupait des Martiniquais qui appartenaient au Modémas, mais qui regroupait aussi des camarades guadeloupéens, mais qui n'avaient pas d'appartenance à un parti guadeloupéen, mais qui avait créé une mouvance. Ils étaient des anticolonialistes guadeloupéens très clairement indiqués, qui avait quelques Guyanais. Et puis, on se disait aussi que dans l'Europe et dans les capitales occidentales, il faut pouvoir rassembler les Caribéens en général, au-delà de la Martinique, de la Guadeloupe. Et on savait aussi que dans chacune des capitales, il y avait toujours une communauté caribéenne leader. En France, c'était les Martiniquais et les Guadeloupéens. Si on élargit à la Guyane, qui sont plus américains, caribéens, les Guyanais également. Mais à Londres, par exemple, c'est les Jamaïcains.
Donc on se dit qu'il y a une communauté leader qui doit se structurer et qui doit accueillir les autres communautés. Et puis nous étions très clairement, nous avons la citoyenneté française, puisque la citoyenneté en France est très liée à la nationalité, mais on se battait pour le droit de vote des immigrés en France, notamment nos frères haïtiens, les Caribéens qui n'avaient pas la nationalité française, on se battait pour que, quand ils vivent depuis longtemps en France, qu'ils puissent voter, s'exprimer, au moins aux élections locales. Ce projet auquel les socialistes français ont renoncé plus d'une fois, malheureusement. Et nous étions très clairement engagés, par exemple, dans le combat pour le respect, la régularisation de la situation des sans-papiers. S'il s'agissait de nos frères africains qui étaient très concernés. Et il y a toujours une image qui va rester ancrée comme ça dans ma mémoire. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect. Je ne raisonne pas politiquement en termes de noir et blanc, parce que des fois, j'ai connu, bien sûr, des salauds racistes, mais j'ai connu aussi des militants français très conséquents. Et je me souviendrai toujours d'une chose. Lors d'une manifestation, justement, des sans-papiers à Paris, nous étions pas très loin d'une bouche de métro, et j'entendais crier comme ça des gens. Et je me suis rapproché, je suis descendu, j'en pointais l'escalier, et j'ai vu, c'était un Haïtien, quelqu'un qui tremblait. Il était revenu une sorte d'état d'animalité, mais c'est incroyable de voir comment on peut dégrader un homme, quoi. Tellement il avait peur, il tremblait, parce que les policiers voulaient l'arrêter. Et autour de lui, c'était regroupé des jeunes militants français qui criaient, qui disaient police nulle part, justice nulle part, police partout. Et ils ont protégé le frère haïtien que la police voulait arrêter, parce que visiblement il était non, on l'aurait renvoyé, peut-être qu'il avait des attaches, peut-être qu'il n'était pas en situation régulière. Vous voyez, c'est une situation humaine, et c'est ça, moi je me dis que militer, c'est pas simplement une question d'objectif de carrière, d'occuper des places, d'exercer des missions très honorables, mais moi, mon engagement il est fondamentalement politique. Avant d'être élu, j'étais un militant, je l'ai dit, militant de l'intérêt général, militant de la cause collective et militant humaniste profondément. Et c'est parce que je suis profondément, j'essaye d'être profondément, je me veux profondément humaniste, que je suis sensible aussi à cette question de la relation de l'homme à... On dit environnement, le mot n'est pas exact. C'est quand on dit environnement, ça veut dire forcément environnement naturel. C'est un élément extérieur à nous, alors que nous sommes dans la nature et la nature est en nous. Il faut qu'on comprenne ça très très bien. C'est dont s'explique tout mon engagement humaniste, de militant de la justice sociale, de militant de la cause martiniquaise, de militant de la Caraïbe, de militant d'une planète plus juste, moins polluée, etc. Vous auriez eu les moyens, les armes pour pouvoir changer des choses. Vous auriez tenté de changer quoi ? On aurait eu à changer. Il y en aurait eu beaucoup de choses. Ouais. Mais en fait, il faut quand même avoir une vision globale de la nécessité du changement. Que voulons-nous ? C'est ça l'intérêt de tout à chacun. Au fond, la question de fond, c'est l'homme, en fait, quelles que soient les erreurs, on peut se tromper d'orientation, mais que recherchons-nous sur Terre ? C'est le bonheur, fondamentalement. Alors certains vous diront qu'il est impossible. Non, je crois qu'il est possible. Mais pour que l'homme, il y a des choses qu'on croit être le bonheur, mais qui ne représentent pas les éléments pour mener au bonheur. Et le bonheur, on peut le trouver à travers des choses simples. C'est pour ça que plus ça va, plus je crois... aux théories développées par des gens comme Pierre Rabhi sur la frugalité. Il y a une notion d'écologie festive, il y a une notion aussi de frugalité heureuse. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'accumuler beaucoup de biens matériels pour être heureux, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que ce qui nous enrichit et ce qui fait notre bonheur, c'est notre relation. Le fait d'être en relation d'amour, parce que très souvent quand on parle d'amour, on pense que c'est réservé aux pasteurs, aux prêtres. Pas du tout, je respecte beaucoup les pasteurs et les prêtres. Mais l'amour, il y a une définition laïque de l'amour. C'est-à-dire comment on entre en relation avec son prochain, comment on développe une relation humaine riche. Moi, je crois beaucoup à cette notion d'amour. Elle est fondamentale. Et je crois que l'amour n'est pas une question qui doit être en dehors de la réflexion politique. L'amour doit être au cœur de la réflexion politique, parce que l'amour, à travers ce qu'elle représente de richesse des relations humaines... C'est la première fois que c'est elle qui mène au bonheur, justement. C'est elle qui mène au bonheur. Et ce que nous cherchons, nous militants, ceux avec qui je partage des valeurs, c'est retrouver cet amour entre nous pour construire une humanité qui nous permettrait d'accéder au bonheur. Et d'avoir la paix, peut-être. Mais le bonheur passe par la paix. C'est ça. La paix, l'harmonie, etc. Mais c'est pas quelque chose de facile, ça n'est pas donné. Je ne promets pas le paradis. Oui. Je dis que nous construisons
le bonheur chaque jour et nous avons à le construire et il se construit à travers la relation humaine et forcément avec l'amour au centre de cette relation humaine. C'est très philosophique, oui, c'est vrai. C'est aussi politique. C'est vrai que vous avez déjà peut-être répondu un peu à la question, mais les valeurs justement, c'est vrai que c'est tout cela, l'amour, etc., que vous préconisez certainement ou avec lesquelles vous marchez, tout ce dont vous nous avez parlé à l'instant, c'est des choses qui vous ont forgé, construit peut-être l'homme que vous êtes aujourd'hui. Ah ouais, moi je crois qu'il n'y a pas de césure de séparation à faire entre l'homme. Bon, je suis un homme avec toutes mes facettes. Je suis le père de famille, je suis l'ami, je suis le camarade, je suis le cousin, je suis le frère, je suis etc. On est tous le voisin et on est tous là à la fois et il faut pas dire qu'on est militant. Parce qu'il y a des gens il y a des récits de personnes qui vous disent un gars qui se disait le plus grand communiste et puis l'autre gars jeune Michel Larry pas quand même dire bonjour et des gars dire bonjour en réunion de cellule mais les pas cellule non moi c'est pas ma conception si mon bien pur ou c'est comme demain ou c'est comme demain tout pas tout ça veut dire que si on milite ensemble politiquement eh bien, si on a un problème, moi, appelez-moi, si moi, je peux dépanner, moi, je peux dépanner, et vice-versa. Et je crois beaucoup à notre notion, et c'est soit qui doit animer, par exemple, j'espère que c'est votre cas dans votre radio, quand on constitue une organisation, un groupe humain, on doit développer des formes de convivialité. Et c'est bizarre, hein, vous savez, c'est des notions comme ça, on dit, mais la convivialité, on connaît, d'accord, tu crois, on fait un coup de domino. C'est pas sûr, hein. On va faire un coup de domino tous les soirs, un coup de beurre, tout machin, on va boire des coups ensemble, etc. Et puis nous, on pratique ça, mais sans théoriser. Et puis il y a des philosophes comme ça, dans la sphère occidentale, qui mettent le et je pense notamment à Ivan Illich, qui a développé tout un concept, tout un modèle de vie autour de la notion de convivialité. Je dis, mais c'est terrible, ça, une notion. Mais oui, c'est vrai. Peut-être que nous le faisons sans le savoir, mais à partir du moment que c'est conceptualisé par quelqu'un d'autre, nous devons revoir nos pratiques, voir la grille que c'est pour savoir comment nos pratiques s'intègrent dedans et se dire que c'est très bien. Il faut de la convivialité, il faut du respect mutuel, il faut apprendre à vivre ensemble. Et les personnes isolées, l'homme n'est pas fait pour vivre seul. C'est sûr. La preuve, c'est que quand on a un certain âge et qu'on est personnes âgées isolées, c'est problématique. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons solidaires à tout moment, jeunes, côté petit, côté grand, côté petit, de la naissance jusqu'à la mort, on doit créer cette possibilité de vivre ensemble. Peut-être pour ça que les choses vont pas toujours très bien, puisque les gens ont tendance à se renfermer. C'est vrai que dans certaines zones rurales, on se connaît encore, et j'espère que c'est pas le cas, que des fois c'est lorsqu'il y a des problèmes, une catastrophe, qu'on finalement on s'adresse à son voisin et on sait comment il s'appelle. Mais justement, alors il y a une fois que je salue au passage, Franck Hubert, un spécialiste des questions, qui est un architecte martiniquais brillant, mais qui est spécialiste, qui s'est beaucoup battu sur les questions de risques naturels majeurs, et notamment sur la question du risque sismique. Une fois, il nous disait comme ça, dans une réunion, mais vous savez que pour être efficace en cas de catastrophe, il faut quoi, il y en a les bois en coucaillotte. Et il faut, pourquoi? Il disait, en fait, que le lien social est fondamental. Pourquoi? Chez les urgentistes, chez les spécialistes des risques, on vous dit que le temps est fondamental, essentiel. C'est-à-dire que vous ratez en seconde, vous n'en pouvez pas. Donc, il faut pas. C'est pour ça qu'on développe à travers les exercices, d'ailleurs, les réflexes. Il faut avoir un réflexe pour ne pas avoir à réfléchir. C'est ça, les Chinois le font très bien. À un moment, tout à fait. Et là, il disait que si vous fâchez puis voisin, là, il vous pouvez hésiter peut-être, c'est ça? Si vous portez beaucoup la soucou, si vous avez tant pour on peut de là, bon, on prend fait. Et ça peut être vrai pour vous aussi. Si voisin pour porter le soucou et puis qu'il a hésité, vous pouvez prendre fait. Donc c'est pour ça qu'il faut développer le lien social. Il faut qu'il y en a les bois en coucou et l'autre. Et c'est un élément d'efficacité en cas de catastrophe naturelle. Vous voyez jusque-là où la convivialité. Effectivement, ça peut mener. Et finalement, on parle de convivialité, mais finalement, on parle politique. Quand on réfléchit bien. C'est très politique comme terme, parce qu'après, il y a des gens qui emploient d'autres termes, qui vont vous dire le lien social, conforter le lien social, renforcer le lien social. Oui, c'est le lien social, c'est ça, c'est la convivialité. C'est notre capacité à développer des relations et à pouvoir vivre ensemble, quoi. Alors, donc, après, en 2004, me semble-t-il, vous êtes élu maire au Prêcheur. Non, en 2008, j'étais élu conseiller général en 2004. Alors, le saut, on va dire, en politique, il y a eu un déclic, ça s'est passé comment? Certains, le plus souvent quand je discute avec des élus, ils me disent on est venu me chercher. Pour vous, ça s'est passé comment? Non, pas. Ça dit que moi, j'ai toujours été un militant.
Et nous étions des jeunes, j'ai toujours été en relation militante avec de jeunes amis, de jeunes camarades avec qui on a grandi, etc. Et on a toujours eu cette âme militante. On était militants parce qu'on avait des valeurs, et on a adhéré à une certaine vision du monde. Mais à un moment, bien sûr, mon père, en fait, a été maire du Prêcheur. Enfin, voilà. Donc, c'est Albert Joyaux, c'est pas... C'est un peu tracé le chemin. Bon, alors, du coup, comme j'étais un militant, les gens ont mis ça dans ma tête. Ouais. Ont mis dans ma tête l'idée que, mais tiens, tu pourrais être maire. Ton père a été plus, etc. Tu fais de la politique, tout ça, etc. Et c'est comme ça que cette idée s'est développée. Et quand je suis revenu donc, de France, après les études, le travail, etc., j'ai été sollicité par des amis dans un premier temps, et puis j'ai eu dans ma famille par rapport à un de mes fils qui avait une maladie particulière, donc ça m'a un peu freiné, donc il a fallu que bien sûr ça a pris un peu de temps, je me penche un petit peu sur sa situation, je m'occupe plus de lui. Et puis après quand ça a été mieux, donc les gens on est revenu sur l'idée d'une candidature, et nous avions été d'ailleurs candidats en 2001 aux élections de 2001. Nous avions un groupe qui s'appelait le CAP, le collectif pour une alternative préchotine. Donc c'était surtout dans le groupe il y avait surtout des gens qui avaient milité jeunes avec moi, on était plutôt anticolonialistes, etc. On développait des idées, et nous avions fait à peu près 10%. C'est les deux grosses listes, c'était de côté celle de droite conduite par Roger Nadeau et celle proche du PPM conduite par Jean-Marie Clovis. Et c'est les deux camps en fait du paysage politique qui s'affrontaient, quoi. Et donc nous avions été la troisième liste en fait. Et finalement nous avions fait 10%, et je crois que la droite était passée dès le premier tour. Donc il n'y avait pas eu de deuxième tour. Et puis je crois que les élections étaient annulées. Donc refaites, et à ce moment-là on a dit on n'y va pas, c'est trop compliqué, on va pas. Et on avait appelé à voter donc pour la liste de Jean-Marie Clovis, donc proche du PPM à l'époque. Et finalement c'était la liste de droite qui l'avait emporté. Et la fois d'après c'était 2004, donc on était en 2001, c'était les cantonales. Comme on avait déjà noué des relations avec le groupe de Jean-Marie Clovis, donc c'est posé la question de savoir s'il y allait, qui y allait, etc. Et finalement il a émis l'idée que j'y aille cette fois, quoi, parce qu'il voulait prendre un peu de recul, et je suis allé. Donc j'étais soutenu à la fois par ceux qui m'entouraient déjà dans le CAP et par le groupe de Jean-Marie Clovis. Et nous sommes passés dès le premier tour, mais avec 15 voix d'écart. Donc c'était très serré, mais vous imaginez, c'était quand même un maire en place, un jeune qui arrive, je suppose que qui était challenger, ça devait être tendu, dans l'opposition. Donc j'arrive, donc on passe à 15 voix. Donc là, je deviens conseiller général. Je commence à travailler en tant que conseiller général. Et on avait déjà décidé à cette époque de développer une expérience de démocratie participative. Parce que nous avions proposé à cette époque-là déjà, qu'autour du conseiller général, ce qui était inédit en Martinique, modestement, je l'ai dit, nous avions créé un conseil de canton. Donc dans chaque quartier, il y avait des délégués de quartier. Donc on discutait avec eux. On organisait des réunions de conseil de canton. On faisait des bilans. C'était déjà pas mal pour l'époque quand même. Tout à fait. Ouais. Et donc, on s'est ancré quand même un peu plus. Et il y a eu les élections en 2008. Et là, c'était quand même chaud, quoi. Parce que, il y avait un maire en place qui avait été battu au cantonal, et c'était assez chaud. Et finalement, nous avions rassemblé toute la gauche, d'ailleurs. Et ce qui était c'était peut-être la belle époque. Il y avait des gens du Modémas, du MIM, du PPIM, du PIS, sans étiquette, mais de gauche, avec sensibilité de gauche. On avait rassemblé toute la gauche, et c'était vraiment une opposition gauche-droite, quoi. Et finalement, nous avions gagné à 75 voix d'écart. Et puis après ça, il y a eu après les cantonales, où j'étais en face de Roger Nadeau, mais nous avions encore gagné, nous avions accentué l'écart, etc. Jusqu'au dernier municipal, où finalement il n'y avait pas de candidat, et où il y avait quand même un bon taux de participation, et nous avions fait près de 80%, je ne sais plus quoi, des voix. Voilà un petit peu pour l'itinéraire en tant qu'élu du Prêcheur, on va dire. Une question, peut-être qu'on ne vous l'a jamais posée, est-ce que c'est facile d'être un élu ? Non, moi je crois qu'il faut revenir de l'idée. Moi je respecte tous les élus, vraiment tous les élus. Et on a beau me dire ce que l'on veut, surtout en Martinique, il y a une image complètement caricaturale de l'élu en Martinique, complètement. Et les gens, vous savez, on est quand même dans le pays des paradoxes.
Les gens, c'est ça, c'est notre esprit, comme qui dirait, un peu qu'on perd la paille. Peut-être qu'on n'en dit pas suffisamment, peut-être. Je veux dire, qui n'est jamais allé trouver un élu, quel qu'il soit, que ça soit un maire, à l'époque, un conseiller général, un conseiller régional, un député, un sénateur, ou même un conseiller municipal. Un conseiller municipal est aussi un élu, oui, bien sûr. Pour ne pas lui exposer un problème, une problématique, pour avoir l'espoir que sa problématique soit résolue. Et qui peut me dire qu'aucun élu n'a jamais réglé aucun problème, qu'il soit individuel ou collectif dans ce pays? Je suis désolé, quand on voit, on peut dire tout ce qu'on veut des élus, mais sur la gestion des déchets, on ne peut pas dire qu'on est... Non, si on a un bon système, bon, il reste encore à améliorer, il y a toujours d'amélioration. Quand je vois la situation des VHU, quand je vois certains d'autres déchets qui ne sont pas encore, pour lesquels on ne trouve pas de filière, qui ne sont pas traités, mais grosso modo, en fait, quand même, on ne pas machin les autres dans la rue. Ça, c'est vrai, ça. Et si je conseille aux gens d'aller dans d'autres pays, ils verront que c'est pas toujours pareil. Ça veut dire qu'en quelque part, les élus travaillent. Bon, maintenant... il y a des gens comme partout, dans tous les milieux. Il y a des pourris, il y a des gens moins bien, il y a des gens très très bien, il y a des gens excellents. Eh bien, les politiques, c'est la même chose. Il y a toutes sortes de politiques. Ce sont des hommes et des femmes comme toutes les hommes et toutes les femmes. Donc, il y a des gens qui sont sincères, il y a des gens qui le sont moins. Donc, je veux dire, le monde politique, ou le monde des politiques, si tant est qu'on peut parler de monde politique, est à l'image du monde tout court, c'est vrai. Et je suis pour qu'il soit plus à l'image. C'est pour ça que je dis qu'il faut, dans notre paysage politique, plus de femmes, plus de jeunes, pour que nous soyons vraiment à l'image de notre société. Est-ce que l'image même on va dire de l'élu, du politique, peut-être n'est pas à revoir, parce que est-ce qu'on n'a pas gardé des choses parce qu'avant on a tendance un petit peu à mystifier l'élu. Qu'est-ce qu'il en reste justement? Vous savez, ça n'est pas anodin à mon avis. Il y a la société, notamment les intérêts, les gens qui défendent des intérêts bien connus, travaillent à discréditer l'élu. Pourquoi? Et à discréditer la politique. Mais il faut bien que le citoyen comprenne que le jour où la politique sera complètement discréditée, ça veut dire que les gens qui ont déjà le pouvoir, en quelque part, parce que maintenant la politique a un pouvoir assez relatif. Et ça veut dire que les gens qui veulent avoir le pouvoir, et qui ont déjà un pouvoir considérable, les milieux d'affaires, les milieux des banques, etc. Toutes ces personnes qui commandent le monde aujourd'hui et qui voient la politique un petit peu relativisée dans sa capacité à impulser des changements. Parce que dans l'idéologie dominante en politique, c'est mais non, on ne peut relever que de l'économie. On ne peut être que... On reconnaît le primat de l'économie. Mais les gens, justement, les maîtres de l'économie, poussent à ça, poussent à discréditer les politiques, parce qu'ils savent qu'en quelque part, si le politique est discrédité, si on dit il nous faut que les gens qui sont les maîtres de l'économie et les techniciens pour gérer des sociétés, ça veut dire que la politique est définitivement discréditée, ça veut dire que les citoyens ne sont pas représentés. C'est ça. Donc, ce qui se passe finalement, vous savez, les choses ne sont jamais très simples. Ce qui se passe, en fait, les gens ne renoncent pas, en fait. Les élus peuvent être discrédités, c'est dommage. Mais en fait, les gens maintenant aspirent à une autre forme de politique. Ils se disent, le système de représentation, je disais, bon, je vote pour toi, tu me représentes, tu fais ce que tu veux, et puis tu reviens 6 ans après, tu me dis, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je dis, bon, nous, on continue, pas bon, allez, la poubelle. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, les gens demandent à voir, les gens interrogent, les gens veulent participer. Il y a une aspiration citoyenne à la participation, et je crois que c'est un mouvement sain, normal, qu'il faut accompagner. Donc vous voyez que la manière les modalités de la représentation citoyenne tentent à disparaître, parce qu'il y a un modèle de politique qui peut être discrédité. C'est un phénomène qui est poussé par les gens qui ont intérêt à ce que le citoyen ne contrôle rien, mais en même temps, émerge un mouvement citoyen où il est dit à l'élu, non, c'est pas comme ça, je veux bien, tu es élu, tu me représentes, mais je veux savoir ce que tu fais. Mais finalement, c'est là la dynamique citoyenne. Est-ce que, je pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être associer, entre guillemets, les sociétés qui ont du pouvoir? Parce que là, on sent une vraie séparation, alors que il pourrait peut-être avoir des projets communs. Non, mais c'est pas ça, c'est pas le fait de mettre de côté des sociétés. Ouais. Ça interroge aussi le monde de l'économie. Le monde de l'économie, à travers une nouvelle langue, un discours très branché, fin business, finance, je vois où vous voulez, il est archaïque en quelque part. Et d'ailleurs, il y a des chefs d'entreprise qui posent la question de la réforme aussi, des modalités de fonctionnement des entreprises. Il est fini le temps de l'entreprise avec un management, pour employer un grand mot, un peu paternaliste. Non,
il faut aussi associer les gens. Et ce que je dis qu'aujourd'hui, nous deux, c'est un discours que nous lançons à l'endroit aussi des acteurs économiques. Ouais. Il faut sortir, parce que c'est quoi l'économie aujourd'hui? C'est macacho, et puis c'est tout pour m'en vivre. Mais c'est quoi? Ça renvoie à quel modèle social? Ça renvoie à quelle valeur? Quelle société nous voulons? Et là, je ne sais pas pour vendre parce qu'il y a plus de qui, nous qu'a dit pas bon, mais c'est le même modèle que là. Ça dit il faut tuer pour vivre. Et nous sommes dans une logique de la prédation. C'est l'économie de la prédation. Et ce que nous disons avec nos peuples-là, c'est que nous reconnaissons l'importance, l'intérêt de l'initiative économique, de la gestion entrepreneuriale, etc. Tout ça, oui. Mais nous disons qu'il faut sortir de la logique de la prédation pour être dans celle de la coopération. Parce que des fois, les acteurs économiques pensent qu'ils sont là pour se détruire, alors qu'ils ont intérêt à coopérer. Et je pense singulièrement, et c'est très important pour nous, aux petites entreprises, qui gagnerait à mutualiser un certain nombre de fonctions financières, managériales, etc., de manière à pouvoir pouvoir mutualiser un certain nombre de choses et être plus efficace, par exemple, sur un certain nombre de marchés, de faire en sorte que etc. les entreprises martiniquaises puissent travailler en Martinique. Et c'est pas une simple question de préférence martiniquaise, ce mot que je n'aime peut-être pas, mais bon, de priorité aux entreprises martiniquaises, mais il y a ça un intérêt non seulement économique, mais c'est un intérêt écologique. Si vous avez des entreprises qui font venir leurs cadres, qui font venir des matériaux, qui importent tout, etc., vous avez des déplacements et du transport important, donc des émissions de gaz à effet de serre, donc des conséquences sur la réalité du changement climatique. Donc nous gagnons sur le plan écologique à faire travailler les gens qui sont là, à utiliser des matériaux qui sont dans notre environnement, etc. Donc c'est une raison écologique et une raison économique. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a un pays qui a des ressources, il faut les développer pour créer de la richesse et tout ça. Donc je suis très respectueux du monde de l'entreprise. Et là aussi, je ne caricature pas les entrepreneurs. Je ne dis pas que ce sont comme on disait à l'époque, des profiteurs. Il y a des entrepreneurs qui sacrifient leur famille, qui sacrifient leurs choses, qui se battent, qui mouillent leur chemise dans l'intérêt de leur organisation, celle qu'elles dirigent, donc, avec notamment les salariés, les travailleurs qui font partie de l'entreprise. Je ne suis pas à une vision caricaturale de l'entreprise, mais je me dis que c'est pour ça que je ne confonds pas d'ailleurs tous les types d'entreprises, les grosses puissances et les plus petits. Non, je crois qu'il faut faire la différence, mais il faut que tout le monde, y compris les acteurs économiques, qu'on travaille à inventer un autre monde, notamment dans la sphère économique. Alors, on va parler du prêcheur. Comment va le prêcheur, monsieur Nadeau? Vous étiez un petit peu au titre de l'actualité pendant assez longtemps, jusqu'à maintenant quand même. Alors, pour vous plutôt faire part d'une sorte d'anecdote, j'étais invité il n'y a pas très longtemps au prêcheur. Il y a des grandes personnes, comme l'on dit, très concernées par cette histoire de l'art, parce qu'habitant un quartier très exposé, qui m'ont dit: ah, Michel Limès, je nous content de l'eau à couler clair. Vous savez, parce que même quand après les larmes, même quand il n'y avait pas de l'art, bon, l'eau était toujours un petit peu une turbidité, un peu boueuse, alors que là, il a dit: mais l'eau a coulé clair. Et c'est vrai que on a passé un épisode très difficile, cet épisode des lards. Bon, là, on a un répit, mais je dis bien que c'est un répit, parce que je suis très préoccupé quand même, et je redoute beaucoup la saison des pluies, la saison cyclonique qui arrive. Et j'espère que nous serons, et nous faisons le maximum, notamment avec les services de l'État, pour faire en sorte que, un temps soit peu, nous soyons prêts pour cette période cyclonique qui arrive. Ouais. Est-ce que on entend tout plein de rumeurs, de toute façon, c'est comme ça que fonctionnent les choses. Est-ce que tout est dit? Est-ce que vraiment, à votre sentiment, on a toutes les informations concernant ce phénomène? Oui, moi je crois que... Alors toutes les informations, je ne vais pas mettre ma tête sur... Non, mais je crois que il y a un effort qui est fait d'information. D'ailleurs, il y a cette convergence de vues avec les services de l'État pour dire il faut dire la vérité, il faut de la transparence, il faut rien cacher. Alors, et je crois que il y a eu des bruits, vous savez, sur cette histoire d'éruption de la Pelée. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, nous sommes en terre franciscaine. Il nous est arrivé de faire un forum. Il y a un franciscain d'origine à qui je rends hommage, c'est Léo Sulé, accompagné d'ailleurs de Maurice Henry. Ce sont des gens qui font un travail très intéressant sur les éruptions de la Pelée, les risques et l'histoire. Alors on sait bien que parmi les lards, il y a eu des lards en période d'éruption. Il y a eu un lard, le fameux lard de la rivière Blanche à Saint-Pierre qui apporta l'usine Guéret
bien au quartier Foncoré. Oui, c'est un lard lié à la période éruptive, quoi. La montagne Pelée est en éruption. Et il y a eu aussi un autre lard au Prêcheur qui a fait entre 400 et 500 morts. C'est le lard du 7 mai 1902, mais qui était lié justement à cette période d'éruption. Mais il y a des lards en dehors des périodes d'éruption. Ouais. Il y en a eu au Prêcheur en 1950 ou 52, alors qu'il ne pleuvait pas, il n'y avait rien, mais il y avait peut-être ce qu'on appelle un système d'embâcle qui fait que de l'eau était restée bloquée. En fait, la digue a peut-être sauté. Bon, et puis il y a eu un lard avec un mort. En tout cas, donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, quand même, c'est un phénomène qui est en surveillance. Oui, c'est-à-dire que de toute façon, il y a deux choses. Bien comprendre que les lards que nous avons connus en 2010 et en 2018 n'ont rien à voir avec une activité de la Pelée, voire une éruption, disons, de la Pelée. Mais le lard en général, si on parle de lard, c'est parce que, on est en zone de volcan. C'est-à-dire que c'est pas lié à une activité, mais c'est bien les matériaux résultant de différentes éruptions qui se sont accumulées sur une falaise qui s'appelle la falaise sans père, mais qui n'est pas, comme c'est des matériaux, que c'est une formation avec l'érosion et tout le reste. Donc c'est très très fragile. Et quand il y a beaucoup d'eau, donc il y a les éboulements. Quand il y a des éboulements, ça veut dire qu'il y a des matériaux qui s'amoncellent en pied de falaise. Et puis après, quand il y a encore de l'eau, l'eau mobilise ces matériaux et ça donne une substance qui est ni liquide ni solide, mais entre les deux, mais qui a un effet érosif considérable, qui emporte des blocs rocheux qui pèsent des tonnes, des fois 26 et plus de tonnes, et qui est complètement dévastateur et destructeur, et très dangereux. Où sont les projets puisqu'on parlait d'écologie, de pouvoir réutiliser ces matériaux? On en a entendu un moment, et puis plus rien. Alors, vous savez, sur cette question de la rivière du Prêcheur, je suis très amer, finalement. Pourquoi ? Parce qu'avec des entrepreneurs martiniquais, justement, nous avions caressé, envisagé, rêvé de pouvoir mettre en place un modèle économique sur la question du sable et de la valorisation du sable. On s'est dit, la rivière du Prêcheur, vous savez, quand on fait du curage de rivière, il y a des règles très précises qui relèvent d'une directive cadre européenne sur l'eau. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Sauf qu'en l'occurrence, pour la rivière du Prêcheur, le caractère dévastateur des larves fait qu'on doit curer, parce que le curage est un élément important. Donc on oublie un petit peu l'aspect un peu écologique, et il faut protéger les populations, donc on cure. Donc nous avons la possibilité là, et à un moment le problème justement des moyens financiers pour pouvoir assurer donc ce curage s'est posé. L'État n'avait plus de crédit. Et du coup, on a mis l'idée, mais pourquoi on se pose des questions sur les moyens financiers ? Parce qu'on peut, en valorisant le sable, ça donne des moyens financiers de curer la rivière. Parce que c'est du très bon matériau. Et finalement, c'est tombé dans l'oreille de l'État. Ils se sont dit, on va mettre en place un système de marché qui nous permet justement de financer le curage par le biais de la valorisation du sable. Donc, l'État a commencé. Et nous nous sommes dit, mais si l'État peut le faire, on pourrait le faire. Et en plus, en proposant un modèle économique qui pourrait justement régler, parce que le problème du sable, il ne faut pas négliger nier le fait que le sable, c'est parmi, je crois, la 4e ou 3e matière première au monde. Vous avez ce qu'on appelle les producteurs de granulats qui vont chercher du sable au fond des océans, avec tous les moyens techniques que vous supposez. Là, on a un sable qui nous arrive de la montagne, je veux dire, et nous a fait des... Donc, on s'est dit qu'effectivement, on pouvait inventer un modèle économique, d'autant que sur la question des matériaux en Martinique, c'est à partir du sable de la zone de Saint-Pierre qu'on construit presque tout en Martinique. Il est même exporté à l'extérieur. Mais sauf qu'il y avait, dans un premier temps, une situation d'oligopole, on va dire oligopolistique, où vous avez ou deux ou trois entreprises sur le marché, donc, qui fixaient les prix, des arrachés coupés. Et maintenant, on a même un monopole. Oui. Donc on s'est dit que, avec des entreprises plus modestes, martiniquaises, on pouvait mettre un peu de concurrence, ce qu'on appelle la démocratisation économique, à travers un nouveau modèle économique. Mais ça aurait été intéressant, parce que quand vous avez une situation monopolistique, comme l'on dit en économie, ça veut dire que la société qui est en position monopolistique, elle fixe les prix, etc. Donc, elle surenchérit en quelque part. Alors que s'il y a de la concurrence, ça a un effet déflationniste sur les prix. C'est intéressant pour les voilà, usagers. Donc un effet intéressant à la baisse sur les prix,
un effet sur le coût de la construction et jusqu'à un effet sur les loyers, etc. Exact. Donc on était dans un système, dans un cercle complètement vertueux, intéressant avec notre modèle économique. Donc ça, on a demandé donc, ce qu'on appelle le transfert de domanialité, avec une procédure qui est très clairement prévue par le Code de la propriété des personnes publiques. À l'époque, c'était donc l'ancienne majorité régionale qui avait accédé à notre demande. Enfin non, c'est pas ça, c'était le ministère en fait qui... il y a un ministre, c'était Madame Bateau, qui a accédé à notre demande alors qu'il y avait des réticences de l'État local, on va dire, à l'époque. Mais dans la procédure qui est prévue de ce transfert de domanialité, j'y reviendrai parce qu'il y a toute une polémique inutile dessus, la région, en tant que collectivité majeure, était d'abord saisie. C'est-à-dire c'est si la région refusait de prendre, on cédait à la commune. Mais c'est la commune qui avait demandé. Et donc les collaborateurs du président de l'époque, Serge Letchimy, m'ont appelé, disant que si vous voulez prendre, on vous laisse prendre, mais nous serions éventuellement intéressés de prendre avec vous, de monter, etc. On a dit banco, on avait mis en place un comité de pilotage, des choses pour co-gérer cette affaire-là. Il y avait d'ailleurs une convention, bien sûr, de transfert, de la gestion, bien sûr, parce que dans le transfert de domanialité, il y a deux phases. La première phase, à titre expérimental, dans la première phase, on transfère la gestion, c'est-à-dire ce qu'on appelle la jouissance, quoi. Ce qui fait que l'État, alors il y a tout un débat pour savoir si l'État est propriétaire ou nu propriétaire. Quand on dit nu propriétaire, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas propriétaire. On est propriétaire, mais on n'a pas la jouissance, on n'a pas la gestion. Donc on dit qu'on est nu propriétaire. Et au bout de 5 ou 6 ans, si la collectivité qui bénéficie de transfert de gestion se le souhaite, on peut aller vers un transfert de propriété. Et là, effectivement, en l'occurrence, donc jusqu'à 2020, je crois, on est dans la phase du transfert de gestion. Donc, ce qui fait que la CTM aujourd'hui a la gestion, c'est la région qui l'avait. Mais bon, vous savez comme moi que pour la CTM aujourd'hui, ça représente une charge. Qu'est-ce qu'on est allé chercher là? Ils veulent pas, ça coûte de l'argent. Et je me dis au fond, s'ils n'ont pas compris l'intérêt économique d'un tel projet, ça veut dire qu'il faut savoir ce que l'on veut. On veut développer, être responsable, développer un modèle économique différent, rendre la Martinique plus autonome. On veut faire tout ça et on refuse une telle possibilité. Mais si on ramène tout à des problèmes strictement budgétaires, de charges budgétaires, je dis à la CTM qu'elle remette ces choses à l'État. Que vous voulez que je lui dise? Donc c'est à l'arrêt alors. Alors, ils curent régulièrement, ils font leur boulot, ça je n'en disconviens pas, je n'ai jamais... au départ, il y a eu quelques tensions pour qu'ils comprennent l'importance et l'intérêt, la population a dû se mobiliser, et je crois qu'heureusement qu'elle l'a fait. Maintenant, les choses semblent aller mieux du point de vue du curage, mais il reste quand même la problématique, en plus du curage, du confortement des berges, parce que dans une convention liant la municipalité du Prêcheur et la région à l'époque, donc la CTM aujourd'hui, il était question, la commune qui avait la compétence du confortement des berges, parce qu'en fait, l'État dans le système de domanialité, l'État, en fait, avait la gestion propriétaire et gestionnaire du cours d'eau. D'où le curage et tout ça. Mais s'agissant par contre des berges, de l'aménagement des berges, c'était la commune, jusqu'à la loi GEMAPI, etc., qui va transférer aux intercommunalités. Mais, compte tenu des moyens modestes du Prêcheur, on avait convenu avec la région à l'époque que la commune gardait tout ce qui était système d'alerte, etc., bien sûr en partenariat avec l'État, mais que la région prenait en charge l'aspect aménagement des berges et tout ça. Alors, voilà où on en est. Donc, de toute façon, c'est une question qu'on devra clarifier parce que, moi, dans tout ce débat, j'ai horreur des polémiques stériles et je ne suis pas là pour faire des polémiques stériles. Ce qui m'importe, et je le dis haut et fort, quand on a crié, c'est parce qu'on a fait. Moi, ce qui m'importe, c'est ma population, sa sécurité. Et du reste, je m'en tape, comme qui dirait. Et j'espère bien que dans l'intérêt de la population du Prêcheur et surtout de sa sécurité, qu'on avancera. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure d'historiens, parce qu'on a eu un forum avec Léo Sulé, Maurice Henry et Jean-Edgar Bois-Brosi sur des périodes différentes de gestion des risques aux Prêcheurs. Et c'est Maurice Henry qui faisait référence à une formule de Joseph Lagrosilière des années 30. Joseph Lagrosilière, parce qu'il y a eu, vous savez, le petit volcan là, entre 1929 et 1932, l'éruption, à ce moment-là, Joseph Lagrosilière disait quelque chose qui est très intéressant. Il disait que sur la question des risques, il faut faire preuve de patriotisme local. Et qu'est-ce qu'il entendait par patriotisme local? Il disait de toute façon, quelle que soit la répartition des compétences, on n'en se sortira jamais si on ne se met pas ensemble, tous les acteurs concernés autour d'une table pour gérer ensemble les problèmes. Et c'est à ce patriotisme local, bien sûr au sens de Joseph Lagrosilière, c'était pas du tout un indépendantiste, Joseph Lagrosilière, bien au contraire, c'est au sens de, j'appelle justement patriotisme local,
au sens de Joseph Lagosilière pour que l'État, c'est déjà le cas, la commune, mais aussi la CTM, qu'on se mette tous autour d'une table pour se répartir la charge de manière à trouver les meilleures solutions de nature à garantir la sécurité d'une population partie intégrante du peuple martiniquais qui est la population préchotine. En tout cas, vous l'avez dit, le message est lancé, donc que vous êtes ouvert justement à travailler. Donc, non, mais toujours, moi, dans l'intérêt de mon... Parce qu'il faut savoir faire le départ, la distinction entre les divergences. Moi, je crois qu'il faut des convictions. Alors, d'un côté, il y a des gens qui disent, bon, nous, toutes Martiniquais, nous travaillons ensemble. Non, c'est pas vrai. La société martiniquaise, quelle que soit sa taille, quelle que soit ses dimensions, est une société humaine. Et il y a un philosophe français qui s'appelle Patrick Thor, qui disait que le corps social est comme un corps humain. S'il n'est pas en tension, ça veut dire qu'il est mort. Donc une société où il n'y a pas de tension, de contradiction, une société morte. Une société qui vit, c'est une société où il y a des contradictions. La question de la démocratie, c'est la question de la régulation des tensions. Il faut éviter que, c'est qui a répété foire, quoi, mais qu'il y ait une harmonie, tout lié, et c'est à travers l'espace démocratique. Mais l'espace démocratique, c'est un espace qui nous permet d'exprimer nos convictions. C'est pas d'être tous ensemble, nous, on est face. Non, mais on discute, un espace apaisé, serein, où on débat, on échange, et où, finalement, c'est le peuple qui tranche à travers des processus démocratiques. Et à partir de là, même quand on a été choisi par le peuple, qu'on soit de bords différents, rien ne nous empêche, en dépit de nos différences et de nos divergences, de travailler dans l'intérêt du peuple et des populations. Alors, je sais qu'on parle beaucoup de budget, de finances, il ne reste pas beaucoup de temps. Je suppose que vous avez des projets, et c'est vrai qu'en ce moment, les élus nous disent que c'est difficile de mener les projets à terme. Les grands projets que vous avez? Alors, il y a un projet qui nous tient à cœur, et récemment, nous avions d'ailleurs à l'occasion du Forum Baudelaire, on en a beaucoup parlé, parce qu'il y a notamment une délégation d'un service interministériel français relevant de l'écologie et du logement, les qualités des territoires, qui s'appelle le PUCA, Plan Urbanisme, Construction, Architecture, qui travaille avec nous à un projet, eux ils disent d'habitat renouvelé, on dit de transition territoriale, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, sur un ancien parlementaire qui, chaque fois qu'il passe à une émission, peut-être qu'en passant, je vous dis, le prêcheur va disparaître, c'est comme ça qu'il montre un petit peu, il essaie de faire toucher la problématique de l'érosion côtière, du trait de côte, tout ça. Je dis souvent qu'il a tort, il a raison et tort. Il a raison parce que si on ne fait rien, effectivement. Mais il a tort parce que nous travaillons à trouver les solutions. Et cela passe par l'implantation en hauteur sur nos mondes. Donc on redécouvre, nous sommes au monde Pitot, l'intérêt de nos mondes par rapport justement aux risques littoraux. Mais il y a la notion d'équipement refuge. Donc on va implanter, par exemple, en face de la mairie, il y a un morne. Donc on veut implanter une école par là, qui sera un équipement refuge en mesure de recevoir les gens en cas de catastrophe. Et autour de cette école, on va développer une stratégie d'aménagement, mais où on va aussi poser la question en cas de catastrophe, qui sera mangé. Donc, où on ne va pas mettre les jardins très loin, les jardins seront dans la cité, et c'est ça une nouvelle tendance pour éviter notamment les déplacements, le transport, pour transporter des marchandises, des denrées de la périphérie au centre, mais que l'agriculture soit intégrée dans les zones urbaines. À l'heure actuelle, on n'a pas le choix, c'est un modèle qui doit absolument, d'après vous, s'appliquer. Alors, c'est très intéressant parce que, il y a eu un moment où ce fameux service donc, des femmes ministères dont j'ai parlé a lancé on appelle ça un appel à idées. Il était question de réfléchir à l'avenir du littoral par rapport au changement climatique. Mais en France et en Martinique, ça n'intéressait pas beaucoup de gens. Mais on a décidé effectivement d'accepter le principe de cette étude. De cette étude et finalement donc il y a des jeunes architectes dans le cadre de la préparation de diplôme d'urbanisme qui ont travaillé sur un projet, le projet dont je vous ai parlé. Et ce que je voudrais, alors après il y a eu d'autres communes qui se sont positionnées, il y a Trinité, où il y a un très beau schéma qui a été élaboré pour Trinité, il y a un schéma qui est en cours d'élaboration pour le Carbet, et puis j'espère qu'il y en aura d'autres encore, peut-être pourquoi pas le Robert, pourquoi pas le François, pourquoi pas Basse-Pointe notamment, c'est une commune, parce que je crois que là aussi, en tant qu'élu, on est pris par le quotidien, on a toujours, comme on dit, le nez dans le guidon, mais de temps en temps, il est toujours intéressant de réfléchir à l'avenir, il est toujours intéressant de se projeter. Et je crois que c'est très important pour nous. Et si au prêcheur, il y a des communes qui peuvent faire l'économie de la projection, mais au prêcheur, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire qu'il s'agit bien que notre commune
vivre. C'est une question de survie. Hein, et sachez aussi, pour parler d'histoire, qu'en 1930, le maire du Prêcheur, parce qu'il a toujours été question de savoir si on déplace sa population ou on abandonne le Prêcheur ou pas, a organisé un référendum en 1930 et la population du Prêcheur a répondu très clairement qu'elle voulait vivre sur le territoire actuel de Prêcheur. Et c'est cette volonté-là que nous devons, nous, en tant que jeunes Prêchotins, jeunes élus Prêchotins, poursuivre. Et c'est ça. Mais pour poursuivre cette aspiration-là, il faut anticiper. Et l'une des anticipations, c'est ne pas laisser la Prêcheur dans la configuration dans laquelle il est aujourd'hui, mais c'est faire en sorte que libérer tout ce qui relève de la frange littorale, urbaniser les hauteurs, régler cette question de l'agriculture, la relation entre zones agricoles et zones urbaines, et puis aménager la frange littorale pour des activités tournées vers la mer, bien la pêche bien sûr, mais aussi le tourisme, le transport, etc. Alors, avant de vous laisser partir, aujourd'hui, quand vous regardez la Martinique en tant qu'homme et aussi élu, puisqu'on ne va pas dissocier les deux, ça vous inspire quoi ? On va pas dire que, on va pas faire comme les autres. Il y a des choses certainement qui marchent, il y en a qui marchent moins bien, mais vous retenez quoi ? C'est-à-dire que le problème de la Martinique aujourd'hui, c'est une absence de dialogue. Parce qu'en fait, vous savez, les solutions techniques, on les connaît. La Martinique, on a un intellectuel au mètre carré, comme qui dirait. On a des techniciens, on a des gens hyper compétents. Mais sauf qu'il y en a beaucoup qui partent. Mais c'est souvent lié. Vous savez, tout ce qui est économique, social, c'est très psychologique aussi. Les gens, quand ils se sentent pas bien, on se pose toujours la question, mais est-ce qu'il y a des conditions matérielles qui font que... Alors les jeunes, en termes de perspective, d'avenir, etc., c'est normal, ils se posent des questions, ils partent. Et des fois, s'ils pouvaient partir pour revenir, ça aurait été bien. Donc, on s'interroge. Mais si on s'interroge à ce point et qu'on doute de notre pays, c'est parce qu'à quelque part, il manque de dialogue. Il manque, comme dirait un philosophe allemand, d'espace public. Il manque d'espace de délibération. Il manque d'espace de confrontation. Il manque d'espace de dialogue entre nous. Parce que, je le disais tout à l'heure, on peut avoir les convictions que l'on veut, elles peuvent être opposées à celles d'autres personnes, mais pourvu que nous soyons en mesure de discuter, d'échanger. Et c'est comme ça qu'on sera tous rassurés, et c'est comme ça qu'on sera en mesure, quelles que soient les différences et les divergences de vues, qu'on sera en mesure de construire collectivement un projet commun, et qu'on sera en mesure, comme qui dirait, de faire peuple. Si vous dites ça, c'est que c'est pas ça qui existe en ce moment, alors. Ah non, moi je crois pas qu'on en ait pris le chemin, et je crois très honnêtement que la question est comprise, parce que alors c'est la première expérience, première mandature de la collectivité territoriale de Martinique dont on a tellement souhaité l'émergence, mais je crois qu'on n'a pas pris, enfin moi j'ai participé aux commissions ad hoc, et je crois que le modèle de gestion, de management, mais pas du point de vue, je ne veux pas aller dans les détails économiques, tout ça, comme disait l'actuel président de la CTM, du conseil exécutif de la CTM, quand il était maire, si un maire va faire des kilomètres trottoirs, c'est pas un maire, quoi. On est tous capables de faire quelque chose techniquement. Ce qui me pose problème, c'est les modalités de fonctionnement. Nous avions voulu, ce à quoi j'aspirais, c'est une collectivité unique pour gérer de façon efficace les choses, mais qui soit dans le dialogue avec les communes, qui soit dans le dialogue avec les territoires, qui soit dans le dialogue avec les acteurs, notamment les acteurs économiques, sociaux, associatifs, culturels, etc., que ce soit un espace de dialogue entre Martiniquais pour construire ensemble. Et ça suppose qu'il y ait moins d'ego, ça suppose qu'il y ait moins de décisions et de vision unilatérale des choses, ça suppose que l'on compose, que l'on discute, que l'on dialogue. C'est mon modèle de gestion, et c'est ça mon modèle démocratique. Ça crée quand même des frustrations auprès de plein d'élus qui représentent des populations. Oui, ça crée des frustrations, pas seulement d'élus, mais de tout le monde. Et ça donne l'impression, en fait, que on n'est pas écouté, et que forcément, si on n'est pas écouté, on ne peut pas voir sa situation améliorée. Et moi, je crois que des fois, et moi je le vis tout le temps en tant que maire, des fois, je ne dis pas qu'il faut coûter ces moulins, les problèmes le régler, non, pas du tout, ce serait en quelque part manipulateur. Mais je dis que le fait d'écouter, ça permet déjà de parcourir, disons, au moins... on va dire la moitié du chemin, parce qu'en écoutant, on peut aussi être efficace dans les solutions, les mesures que l'on va prendre, etc. Moi, je crois qu'il faut apprendre à écouter, entendre, écouter, être dans une relation, comme on pourrait dire dialogale, c'est-à-dire de dialogue avec les gens. C'est ça dont on a besoin, surtout en Martinique. Et je suis quoi qu'on a le potentiel. Alors bien sûr, l'argent manque, mais des fois, justement, en dialoguant, parce que des fois, on ne voit pas les peu en monification. Oh, ça mais c'est ni tel monde qui a fait tel bagage là, c'est là où on pas là, je vous fais mais finalement pour la douceur on va chercher fait, même en tant que particulier ça arrive. Ça veut dire que ce qui c'est le cas dire des fois parler, comment on dit ça,
il sait bien de parler, parce que le local dit il y a un problème, sous pas dit personne il y a un problème. Personne ne peut dire ça pour faire éventuellement, mais des fois, quand on dit bah, puis on a dit mais où c'est pété fait tel bagaille. C'est ça, il y a une solution. Bon, effectivement. Donc, c'est ça. Donc, le dialogue, le fait d'échanger, ça me paraît important. Et plus que tout, à mon avis, c'est aussi, gage d'efficacité. Et si en Martinique, on arrive à monter un modèle démocratique, participatif, où on peut être à l'écoute, où il y a plus de collectifs que d'individuels, où il y a moins d'ego, il y a moins d'orgueil, il y a moins de vexation aussi, de relégation de personnes, d'exclusion, eh bien on arrivera à bâtir peut-être un modèle social différent qui nous mènera à une certaine efficacité sur le plan économique et social et bien sûr sur le plan environnemental quand c'est fondamental. Vous croyez en l'avenir, à nos jeunes, vous avez espoir? Ça dit que je pense qu'il faut toujours garder espoir. Bon, la Martinique a vécu des heures beaucoup plus... Enfin, on ne peut pas parler d'heures sombres. Enfin, je ferai injure à notre histoire, quand même douloureuse. Mais on a connu des moments beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui. On s'en est sorti. Moi, je crois que je garde espoir. Ce qu'il faut se dire maintenant, c'est que... Et je fais confiance au peuple martiniquais pour que, expérience vécue, il fasse les bons choix permettant au pays de sortir de l'ornière. Alors, on arrive au bout de cette émission. Ça a été très vite. Je vois qu'on a eu plein de choses à se dire. Je vous laisse le mot de la fin. Donc, si vous souhaitez ajouter quelque chose. Alors, justement, c'est l'optimisme que je voudrais transmettre, notamment aux jeunes, parce qu'on a besoin de cette jeunesse qui, des fois, est très bien formée. Je lui dis, il faut croire en son pays. Et je dis qu'on n'a pas besoin d'être physiquement présent en Martinique pour travailler à l'avenir de son pays. Où qu'on soit, il faut qu'on fasse peuple, dans la vision un petit peu d'un peuple à dimension diasporique, qu'on fasse ce diaspora de manière à travailler pour ce pays-là qui le mérite bien, parce qu'il nous a tant donné, je veux dire, tout ce qu'ont fait les anciens, parce que maintenant avec le recul, vous savez, et notamment, il y a des hommes politiques de droite, on disait ils sont de droite, ils ne sont pas africains. Non, et tous les élus martiniquais, quels qu'ils soient, quelle que soit leur tendance, ont beaucoup travaillé pour... aux côtés d'ailleurs du mouvement social, des travailleurs, des syndicalistes, pour améliorer nos conditions de vie et pour nous mettre sur la voie du bonheur. Et aujourd'hui, ils ont fait leur bout de chemin, il nous reste à le poursuivre. Et pour ce faire, il faut absolument que nous soyons respectueux les uns des autres et qu'on ne considère pas la démocratie comme un instrument, mais bien comme un moyen efficace de faire avancer notre société dans le dialogue, la sérénité et la paix. C'est un mot que vous avez tout à l'heure très justement utilisé. On arrive au bout de cette émission. C'est vrai, on sait tout. C'est le bout du bout. Oui, on sait tout votre engagement pour la santé, puisque vous étiez mardi aux côtés de la santé, du personnel de santé, de la population. En quelques minutes, votre sentiment par rapport à cette situation? Alors, moi, je crois que la situation de la santé est très, très grave, effectivement. Notamment de l'hôpital public, c'est ce qui était posé. Alors, on pose le problème du CHU qu'il faut absolument poser et du fonctionnement normal d'un établissement public hospitalier. Donc, il faut pour ce faire qu'il ait les moyens. Je pense que donc la question est posée à l'État français. Maintenant, la problématique de la MENA, comme l'on dit, donc du CHU, du CHUM, ne doit pas évacuer la question de l'accès aux soins. On a vu récemment comment une maison de la santé a été fermée à Basse-Pointe. Pour le Grand Nord et l'Extrême Nord, ça me pose beaucoup de problèmes, effectivement. Il n'y a pas une égale répartition de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire. Donc, il faut vraiment s'attaquer à ça. Alors, il fut une époque où il y avait des dispensaires. Bon, il faut peut-être retrouver des modalités... des modalités de prise en charge qui sont peut-être pas toutes libérales. Donc, le secteur libéral joue son rôle, que j'admets, et je trouve ça très bien. J'ai la chance d'avoir un médecin en prêcheur, je suis très heureux. Mais je crois que quand, justement, il y a des failles, des défaillances au niveau du secteur de la médecine libérale et de la prise en charge par le biais de structures relevant du secteur libéral, il faut trouver des modalités, je veux dire, publiques. Donc, cette idée de maison de la santé me paraît très intéressante. Et puis, mais il faut voir comment on les implante sur le territoire et selon quel modèle économique. Et puis, il y a deux éléments quand même que je vais ajouter. Le premier, c'est la prévention. À l'époque, l'autre petit, était ni un dentiste qui avait ni gardé, donc il était caboranté petit de là. Bon, c'est un peu disparu. Il faut reprendre un petit peu l'aspect préventif au niveau de la médecine. Et puis, il y a aussi une notion qui émerge, qui se développe de plus en plus, c'est celle de santé environnementale. On ne sera jamais en bonne santé si on mange mal.
On ne sera jamais en bonne santé si on respire en permanence un air vicié. Je pense qu'il y a cette question aussi de la santé environnementale. Il faut développer la santé environnementale. Et je dis souvent aussi que j'ai eu l'occasion, par exemple, d'aller à la Dominique. Quand je vois aussi tout ce qui relève un petit peu de la malbouffe, tout ce que les gens bouffent ici, on mange très mal, mais dans les pays de la Caraïbe, on mange très mal. Dans certains pays de la Caraïbe, comme ici, des fois, même si le système demeure bancal, imparfait, tout ce qu'on veut, mais bon, on a un temps soit un petit plateau technique pour soigner certaines pathologies. Mais vous avez des pays qui subissent cette réalité de la mondialisation, par exemple, de cette réalité de la malbouffe, mais qui n'ont pas toujours les moyens techniques aussi de traiter un certain nombre de pathologies. Et je crois qu'il faut aussi sortir de cette vision martinicano-martiniquaise, une vision essentiellement tournée vers la France et l'Europe, pour s'ouvrir à notre environnement qui est l'environnement caribéen. Et c'est en ce sens d'ailleurs que nous voulons développer au titre de la coopération. On n'a pas parlé d'Haïti. La coopération régionale décentralisée, développer de la coopération. Je ne dis pas qu'on va aider les super puissants. Non, de la coopération, faire du co-développement avec nos voisins de la Dominique, par exemple. On a un projet avec Grand B à la Dominique, avec nos voisins de Sainte-Lucie pour le sud et nos voisins, par exemple, d'Haïti. Tout ça. Je pense que la Caraïbe nous est ouverte, fondamentalement. On n'a pas d'autre choix. Mais pas au sens conquérant, on va conquérir des marchés toujours dans cette vision un peu prédatrice, j'en parlais tout à l'heure, mais dans l'esprit de coopération. Vous voyez, même au niveau international, il faut cet esprit de coopération qui doit être le modèle d'une économie nouvelle que nous devons développer. C'était un plaisir de passer cette heure avec vous. Ça a été très très vite. Donc merci d'être venu jusqu'à nous, parce que ça vous fait une trotte quand même. Oui, bien sûr. Ça vous permet de découvrir un petit peu. C'est toujours avec plaisir que je viens, mais il faudra justement, là aussi, je parle de mutualisation, que les radios libres ou de la bonne FM, des fois, se mettent ensemble et par exemple, que vous travailliez avec, Radio Fréquence Caraïbe, et qu'au lieu de venir dans vos studios, que vous ayez la possibilité de m'interviewer depuis les studios de ça, c'est une bonne idée, ça. On voudrait bien. Comme ça évite aussi, ça a un aspect écologique important, ça évite aussi les déplacements et les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Effectivement. Et les embouteillages. Voilà une bonne idée. Ce qu'on fera, on va leur donner l'émission aussi, s'ils veulent la diffuser. C'est une bonne idée. Oui, voilà. Absolument. Ça me plairait bien, effectivement. Voilà, pas de problème. En tout cas, la vidéo sera postée sur le Facebook de la radio. Merci d'être venu. Merci, et puis, les studios sont ouverts. Donc, j'ai toujours été très bien accueilli à Radio Sud-Est. Je vous en remercie depuis très longtemps et c'est toujours avec plaisir que je reviens. Puis j'aime bien cette campagne franciscaine, ces auteurs du Lamentin, du François. Non, j'aime bien être dans les mornes, en fait. Ça fait du bien. Merci à vous. Le son des Antilles. Radio Sud-Est.